soir, et pour la seule fois de toute cette série d'ailleurs, nous sommes au Japon. La raison est bien simple en fait. Ce n'était pas que je voulais panacher mon programme, comprenez-moi, mais je vous avais dit qu'au départ, le choix des lieux s'était fait en fonction de leur magie, pourrait-on dire. Et le Ginkakuji, dont je vous parlerai aujourd'hui, et d'autres lieux d'ailleurs que j'évoquerai au passage, et même mieux qu'au passage, sont pour moi des lieux au moins aussi magiques que ce que nous avons déjà vu et ce que nous verrons encore en Occident. Et comme je pensais que l'ordre chronologique était peut-être le plus intéressant et le plus révélateur, eh bien voilà, Kyoto se trouve donc coincé, si j'ose dire, entre Mantoue et Rome, mais enfin j'espère que ça ne dérangera personne. Nous sommes donc arrivés aujourd'hui en l'année 1482, avec donc pour sous-titre Lac d'argent et sable blanc pour chanter la pleine lune, ce qui est une poésie insigne. Notre trio du jour, puisque je vous ai dit que c'était au fond toujours une sorte de grand triangle que nous adressions, notre trio du jour, c'est l'homme de pouvoir, l'homme d'argent, l'homme de décision. Il est, je vous en parlerai en détail dans un instant, le véritable maître du Japon. C'est lui qui exerce une autorité, en tout cas sur tout ce qui est temporel, absolue. C'est le shogun Ashikaga Yoshimasa, qui était un des grands protecteurs des arts et un des grands mécènes de l'histoire du Japon classique. À côté de lui, l'artiste, celui qui va livrer l'indicible jardin que vous allez voir, c'est le plus grand de tous les paysagistes de l'histoire du Japon, c'est Soami. Alors il manque naturellement le troisième, l'inspirateur. Alors il est tellement haut cet inspirateur que du coup on n'ose pas le mettre sur le papier, c'est tout simplement le Bouddha. C'est-à-dire qu'entre le shogun et l'artiste, celui qui au fond prépare et en quelque sorte au fond ouvre à tout ce programme, c'est le Bouddha lui-même. Alors on a affaire ce soir à, je dois dire, un trio de choix, pourrait-on dire. Je vous parlerai donc du Ginkakuji, mais je vous parlerai aussi du temple Byodo-in à Uji. Je vous parlerai à Kyoto du temple Kinkakuji avec K, à côté du Ginkakuji avec G. Et ensuite, nous terminerons notre rencontre à Kamakura pour parler de encore quelques-uns des jardins marqués par l'emprise même du Bouddha. Donc aujourd'hui, nous sommes en 1482. Et j'ai remarqué ceci, c'est que dès qu'on sort de notre Occident, 1482, ça ne veut strictement plus rien dire du tout. Je veux dire par là que dès qu'on a passé un certain nombre de fuseaux horaires, le temps devient autre. Alors j'aimerais simplement, en frontispice pourrait-on dire, vous rappeler un peu ce qui a pu se passer pendant que le shogun Ashikaga préparait son jardin du Ginkakuji chez nous. Et vous allez voir, c'est pas inutile parce que vous allez retrouver des figures dont on a parlé les 2 dernières semaines ou des figures que de toute façon vous connaissez par cœur, évidemment. L'année même où le shogun Ashikaga préparait son Ginkakuji en France, régnait le roi Charles VIII. Je vous rappelle que Charles VIII est le fils de Louis XI et qu'il est celui qui, le premier, s'est introduit dans les affaires italiennes, créant ce qu'on allait appeler bientôt les guerres d'Italie. Mais surtout, il est le premier à avoir eu l'œil sur cette Italie qui était en complète rénovation. Elle sortait du Moyen-Âge pour entrer dans la Renaissance. Et les Français qui ont pu côtoyer ces cours d'Italie, à la suite des armées de Charles VIII, ont découvert ainsi la Renaissance. Donc en France, pendant que mon shogun taille ses buissons, la France s'ouvre à la Renaissance grâce à Charles VIII. En Angleterre règne au même moment le roi Henri VII, et je vous rappelle qu'il est le fondateur de la grande dynastie des Tudors. En Autriche, Allemagne, règne quelqu'un dont j'ai parlé ces semaines passées plusieurs fois, c'est Maximilien de Habsbourg, et qui se trouvait, et vous le savez, l'un des plus grands propagateurs de l'Europe nouvelle à ce quart des 15e et 16e siècles. Pour que le tableau soit un peu complet, que les personnages soient sur l'échiquier, j'aimerais vous rappeler encore que sur le trône pontifical à Rome règne Alexandre VI Borgia, si vous vous souvenez, celui qui dormait sous Isis et Osiris, puisqu'il en était en quelque sorte le descendant. Cependant que, pour ne citer qu'un tout dernier personnage, à Florence régnait encore Laurent le Magnifique. Donc vous voyez qu'au fond maintenant, ce shogun commence à appartenir un peu à une scène vivante de l'histoire universelle entre Charles VIII, Henri VII, Maximilien le Grand, Alexandre VI et Laurent le Magnifique. Ça vous aide peut-être à situer un peu les choses.
Sur le plan de l'histoire des idées, parce que je trouve que c'est aussi important d'en parler, un des plus importants ouvrages de la Renaissance est non pas publié, mais il sera publié un peu plus tard. C'est le fameux Heptaplus de Pic de la Mirandole. Donc, de nouveau, l'œuvre que nous verrons ce soir est contemporaine des recherches de Pic de la Mirandole en matière notamment de néoplatonisme. Et cependant qu'à un bout de Florence rayonne la lumière du savoir, à l'autre bout de Florence flambent les feux de l'enfer, puisque le nouveau prieur de Saint-Marc commence à attirer du monde. Il s'appelle Savonarole, que vous en avez certainement entendu parler. Et entre Pic de la Mirandole et Savonarole, le divin Botticelli est en plein apogée de sa carrière. Il est le peintre ordinaire de la chambre de Laurent le Magnifique. Permettez-moi juste de vous rappeler encore deux événements contemporains toujours et qui me paraissent importants. Un monsieur qui s'appelle Christophe Colomb débarque dans une île que nous appelons Cuba. Ça s'appelle depuis la découverte de l'Amérique. C'est quand même intéressant de se rendre compte que tout cela est contemporain donc de la découverte de l'Amérique. Et un autre monsieur à Milan dessine et monte péniblement un truc à deux ailes et un ressort. Il paraît que ça volera un jour, ce monsieur, c'est Léonard de Vinci. Donc là aussi, je pense que c'est intéressant de se rendre compte que notre jardin intemporel de ce soir est contemporain de la découverte de l'Amérique et de l'invention de la première machine à voler. Maintenant, j'en ai fini, mais avouez que ça aide un tout petit peu à voir ce Japon dans un contexte peut-être un tout petit peu plus proche de nous, si vous le voulez, et non pas comme une espèce d'entité lointaine. Maintenant, je vous ai parlé de Botticelli, de Pic de la Mirandole et de Savonarole, ne serait-ce que deux. Je vais vous montrer ce qu'on aimait au Japon à cette époque, le Botticelli du Japon. Alors, voilà, alors vous avez devant vous une œuvre qui, à mon sens, est l'une des plus belles que le Japon vous ait jamais léguées. Jamais, avoué, on pourrait penser que ceci est contemporain de Botticelli en particulier. C'est la même année, c'est toujours notre année 1482. Celui-là, le peintre, était certainement à l'époque déjà une sorte de gloire vivante. Il a travaillé d'ailleurs beaucoup pour le shogun Ashikaga. Il s'appelle Seishu Toyo. Et ce Seishu Toyo est l'un des plus grands représentants d'une école qui à cette époque-là est en pleine apothéose. C'est l'école dite de Zen. C'est-à-dire que, préférant aux couleurs, préférant à l'or, préférant au gaufrage de la peinture mondaine de ces temps-là, l'école de Zen privilégie tout simplement l'encre que l'on dilue plus ou moins pour aller du noir le plus foncé et le plus opaque au blanc le plus parfait. Et ainsi, en quelques touches, on peut créer un paysage aussi irradiant que celui que vous avez sous les yeux, puisqu'on voit très bien une mer, une île, quelque chose qui est un arbre vraisemblablement, à travers la brume, d'autres arbres encore, et puis loin, 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 des montagnes absolument extraordinaires. Le tout est créé donc avec une simplicité de moyens, une austérité de moyens incroyable, et surtout, vous le remarquerez, une audace de pinceau qui est absolument hallucinante. En quelques touches, véritablement, l'univers entier est ainsi recréé par Seishu Toyo. Et je crois que c'est important de vous montrer cette œuvre-là en montrant, parce qu'après tout, les paysagistes que nous découvrirons ce soir travaillent un peu dans cet esprit-là. Nous verrons comment, dans un espace aussi restreint ou presque une feuille de papier, mais qu'au Japon on appelle un jardin, on réussit à créer un univers entier. Alors voilà donc une œuvre contemporaine du printemps de Botticelli, c'est la même année. Encore une fois, je trouve ça plutôt frappant, si j'ose dire. Cela dit donc, je voulais simplement vous situer l'œuvre. L'œuvre est à l'heure actuelle au Musée national de Tokyo, et elle porte cette étiquette enviée de trésor national de catégorie A. Vous savez que les Japonais étiquettent tout, maintenant paraît-il même le Beaujolais, mais enfin, leur patrimoine est étiqueté avec toute une hiérarchie. Le plus haut du plus haut, c'est le trésor national, et le plus haut du plus haut du plus haut, c'est la catégorie A, que 10 objets seulement de tout l'art japonais ont le droit de porter. Donc nous avons un trésor national de catégorie A sous les yeux maintenant. Alors, cela m'amène bien sûr à vous parler un peu du Japon. Naturellement, pas d'en retracer complètement l'histoire, ce serait absurde, mais simplement de vous dire un peu où en était le Japon, ce qu'il se passait au Japon en ces moments-là. Le Japon vivait au XVe siècle, et surtout à la fin du XVe siècle, une époque extrêmement, j'ose dire, précaire, et en même temps, si vous voulez, dure. Je veux dire par là, il y avait un équilibre qui avait réussi à se rétablir entre l'empereur, la cour, le pouvoir et le peuple. Il y avait un équilibre, mais
cet équilibre tenait littéralement à un fil de soie. Et nous allons voir que le seul personnage qui avait en main ce fil, c'était justement le shogun, en l'occurrence notre Ashikaga. Alors pour que vous entriez un peu plus en détail dans l'histoire, je vous rappelle que l'empereur était considéré, et vous le savez bien, comme un dieu. Il vivait en tant qu'émanation divine sur Terre, mais complètement retiré du monde. Au XVe siècle déjà, et depuis longtemps, il faut le dire, les Japonais, et surtout les grands clans aristocratiques japonais, avaient réussi à confiner l'empereur dans le domaine admirable du palais impérial, et l'empereur n'avait pas d'autre rôle à jouer que d'être en quelque sorte divinité vivante. Donc l'empereur, si vous le voulez, occupait une espèce d'enclave dans le monde, mais n'avait strictement, mais véritablement strictement, aucune incidence sur la vie japonaise. Et cette vie japonaise était menée par les grands féodaux, les grands aristocrates, si vous préférez, les grands clans. Ces grands clans aristocratiques, depuis le début de l'histoire japonaise, en fait, se haïssent comme ataviquement. En fait, la plupart des grandes guerres ont toujours été au Japon des guerres féodales, des guerres de clans, des guerres de partis, si vous le voulez. Et nous sommes à une époque où, en fait, on sort à peine de l'une des pires qui soit, c'est la fameuse guerre de Honin, qui au XVe siècle, en fait, a ensanglanté complètement le Japon. Ces guerres étaient parfois déferlantes, véritablement, et la guerre de Honin avait été une guerre extrêmement grave. Elle avait duré 10 ans, de 1467 à 1477. Elle était finie, les grands féodaux se resaluaient, si j'ose dire, mais on savait très bien qu'il pouvait suffire d'un écart d'éventail pour que tout reparte. Alors, entre l'empereur, qui ne s'occupe de rien, isolé, qui est dans son palais impérial, et ces grands féodaux, qui ne sont retenus que par une étiquette de cour extraordinairement précise, il n'y a qu'un être qui puisse établir, si j'ose dire, le contact, et par là même garantir ce que l'on appellerait chez nous la paix. Cet homme, c'est le shogun. Le shogun, c'est, au fond, un être intermédiaire entre les grands nobles et l'empereur. Il a en main toutes les clés de tous les pouvoirs. Il est le pouvoir. Et cet homme seul doit donc assurer le lien entre la divinité immuable de la cour impériale et la mobilité dynamique et souvent plutôt pétaradante, si j'ose dire, des grands clans aristocratiques. Déjà ça tient de la haute virtuosité. Et les shoguns de la lignée Ashikaga seront parmi les plus grands virtuoses pour arriver à maintenir une apparence de paix. Mais il ne faut pas oublier, et trop souvent nous l'oublions, qu'en dessous de ça, il y a encore tous les Japonais, c'est-à-dire les paysans, c'est-à-dire les artisans, c'est-à-dire les corporations de métiers. Et ceux-là ont payé depuis des siècles déjà le prix des guerres. Ceux-là ont faim, ceux-là n'ont pas de quoi se nourrir, souvent pas de quoi se loger. Et ce peuple-là, régulièrement, entre en révolution aussi. Et notre shogun vient de mater, un peu durement j'avoue, mais vient de mater une insurrection paysanne parmi les pires que le Japon ait connues. Et je vous dis tout de suite que 12 ans plus tard, il devra en mater une de nouveau. Donc c'est vraiment vous dire, et c'est ça que j'essayais de vous montrer, que le shogun seul, je le répète, parce que c'est un homme d'autocratie totale, le shogun seul doit jouer entre trois plans, pourrait-on dire. Ce plan impérial, où rien ne doit bouger, rien ne doit donner l'impression d'un frisson d'histoire. Le plan des nobles, où tout est de façon permanente à remettre en question, à étudier, à reconnecter, pourrait-on dire. Et puis le peuple existe quand même, les centaines de milliers, les millions d'individus qui sont là aussi prêts à repartir vers les villes et à tout brûler sur leur passage avant d'être eux-mêmes décapités. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc je vous répète, l'équilibre est extraordinairement fragile. Et je tenais à l'expliquer, même à l'expliquer relativement longuement, parce que vous allez voir des œuvres d'art qui sont contemporaines de cette fragilité même, et qui sont tellement exquises, tellement raffinées, qui sentent la sérénité tellement à plein nez, qu'on ne peut pas croire que cela s'est fait, mais vraiment entre deux batailles, entre deux moments d'angoisse, entre deux moments où littéralement tout l'équilibre peut être compromis. C'est extraordinaire de voir à quel point le japonais est capable d'exorciser le côté terrible de l'aujourd'hui pour se réfugier dans un espèce de demain idéal, pourrait-on dire. Et c'est justement cette question du demain idéal qui va nous intéresser. Ce demain idéal a bien sûr un garant. Et ce garant du demain idéal, tout simple, c'est le Bouddha. Alors voilà le Bouddha que j'introduis maintenant, qui sera un petit peu notre guide ce soir, comme vous allez voir. Nous sommes au XVe siècle. Le Japon a déjà des siècles et des siècles de bouddhisme pratiqué. Vous savez bien sûr que le bouddhisme est arrivé au Japon au 7e siècle déjà, sous le règne du prince Shotoku à Nara. Donc le bouddhisme est très introduit au Japon.
Mais au XVe siècle où nous sommes maintenant, il n'a peut-être jamais été aussi puissant. Les temples sont immenses, le clergé a de très grands pouvoirs et surtout de très grands moyens, parce que pour le Bouddha ont été donnés par expiation, par ex voto, pour se faire bien voir, cela arrivait aussi, des biens extrêmement considérables. Donc le monde du bouddhisme est un monde extrêmement puissant dans cette affaire-là. Et nous allons voir qu'en fait, je pourrais dire entre l'empereur, le shogun, les aristocrates et les paysans, il n'y a qu'un lien. Ce lien, c'est la ferveur bouddhique, servie avec splendeur, vous allez le voir, par ces temples infiniment riches de la cour de Kyoto au XVe siècle. Alors, pour que vous vous rendiez compte de ce qu'est le Bouddha japonais, je vous ai amené toute une série de documents, toute une série de Bouddhas, qui vont vous montrer un peu le, je dirais, passage, l'évolution, depuis ce qu'on pourrait appeler le Bouddha historique traditionnel, jusqu'à la conception très particulière qu'au Japon, on a donnée à Bouddha. Bon, vous savez bien entendu, que c'est surtout pas le but d'une conférence comme celle-ci, mais quand même, vous savez bien sûr que le Bouddha historique est né en Inde, a vécu en Inde, et que sa pensée est en quelque sorte une pensée indienne, mais qu'acclimaté par le prosélytisme des moines de l'Inde, il a traversé les mondes, l'Himalaya, la Chine, la Corée, de l'autre côté, Ceylan, la Birmanie, le Siam, la Thaïlande d'aujourd'hui si vous préférez, jusqu'en Indonésie. Donc au fond, dans chacun des pays, il a trouvé, j'oserais dire, son visage, un visage qui convenait à la civilisation qu'il servait. Alors, le Bouddha japonais, c'est aussi un Bouddha particulier. Il est aussi particulier par rapport au Bouddha de l'Inde que l'est le chinois, que l'est le coréen ou que l'est le javanais, si vous le voulez. À l'origine et au départ, le Bouddha a été reçu de Chine. Je disais 7e siècle, et vous savez tous qu'à cette époque-là, régnait en Chine la dynastie des Tang, grands défenseurs du Bouddha et du bouddhisme. Donc les premiers Bouddhas japonais ont absolument des allures Tang. Si vous regardez en effet cette merveilleuse tête qui appartient au Horyuji à Nara, vous trouvez dans l'épaisseur du visage, dans le côté confortable, si j'ose ainsi m'exprimer, du personnage. Vous trouvez aussi dans ce goût pour la parure et pour le bijou absolument un style, une esthétique qui révèle, si vous le voulez, le bouddhisme de la dynastie des Tang. Et tout de suite ou presque, les Japonais traduiront ce Bouddha chinois dans leur langage. Et les premières images strictement japonaises gardent un Bouddha, c'est vrai, si j'ose dire présent, je veux dire par là, confortable, disais-je tout à l'heure, mais si vous le remarquez, beaucoup plus hiératique que le Bouddha hérité de Chine. Quelque chose de beaucoup moins mondain, quelque chose de beaucoup moins sophistiqué dans la parure même. Des Bouddhas beaucoup plus axiaux, pourrait-on dire. Et celui-ci, l'un des plus anciens plans qui nous soit parvenu, en est, je trouve, un admirable exemple. Mais ce Bouddha-là va évoluer, bien sûr. Et un siècle et demi plus tard, 10e siècle, en gros, nous sommes avec cette admirable peinture, nous assistons à ceci. Le Bouddha, si vous le remarquez, s'humanise, le Bouddha s'adoucit, le Bouddha prend une espèce de visage et surtout une gestuelle extrêmement humaine, encore une fois, les gestes des mains, l'élégance du geste du pied, donc un humanisme, si vous voulez, ou un humanitarisme, si vous aimez mieux, extrêmement évident, avec une douceur, une espèce de réflexion intérieure, mais qui est une réflexion de lumière blanche, pourrait-on dire, qui est tout à fait particulière. C'est qu'en fait, les Japonais ont besoin, et auront besoin pendant toute l'histoire même du bouddhisme au Japon, d'un Bouddha qui ne soit pas le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses, la loi de toutes choses, mais au contraire, celui qui pense à toutes choses, celui qui veut sauver toutes choses, le Bouddha de mansuétude, le Bouddha de don de soi, le Bouddha de réflexion de soi. Autrement dit, nous assistons à ceci que, dans un pays extrêmement troublé, comme l'est le Japon du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge, le Bouddha se traduit comme une sorte de salvateur universel. C'est à lui qu'un pauvre paysan, mais c'est aussi à lui qu'un aristocrate, c'est à lui qu'un shogun, ou c'est même à lui qu'un empereur peut demander en quelque sorte de l'aide. Donc, on voit se privilégier ce Bouddha de compassion, infiniment humain en quelque sorte, qu'on appellera Amida, et dont nous parlerons beaucoup ce soir. Alors, regardez, ceci est du début du XIIe siècle, le Bouddha trône toujours à la clé des mondes, mais il a autour de lui ce qu'on pourrait appeler, nous, des servants, ce sont des bodhisattvas, qu'il délègue sur terre pour aider l'humanité, pour sauver l'humanité, pour apporter à l'humanité ce dont elle a besoin. Et le Bouddha lui-même descendra sur terre, se manifestera sur terre, encore une fois pour aider, encore une fois pour sauver.
dans cette admirable peinture que vous avez sous les yeux, en fait, c'est un bodhisattva qui est représenté. Eh bien, on voit très bien dans la splendeur du vêtement, dans la rondeur du personnage, au fond, quel aspect rassurant l'artiste a voulu donner à cette image. Mais, un tout petit peu plus tard, et quasiment à l'époque où nous nous trouvons maintenant, celui qui va descendre sur Terre, ce n'est même plus qu'un homme ou un bodhisattva, c'est Bouddha. Bouddha va descendre sur Terre comme un pèlerin, de façon à pouvoir aider ceux qui en ont besoin à entrer dans la lumière blanche, qui est la lumière du paradis de l'Occident, c'est-à-dire du paradis de Amida. Alors simplement, ce que je voulais, avec ces quelques documents pour l'instant vous montrer, c'est que pour le japonais, le Bouddha n'est pas seulement le maître du monde, le créateur du monde, mais qu'il est surtout et essentiellement l'entité de salvation, l'entité de salut, l'entité de mansuétude, et donc qu'on a pour lui une ferveur que peut-être on n'aura jamais eue ni en Chine, ni même en Corée, ni même en Inde. Il y a une espèce de ferveur vers le Bouddha parce qu'il est l'axe du salut, il est la route du salut. Et donc, c'est pour lui que les œuvres d'art les plus extraordinaires, les chants du génie humain les plus accomplis seront en fait créés comme, en quelque sorte, en remerciement. Et cette notion-là nous amène au premier lieu que je voulais vous présenter, qui n'est pas encore le Ginkakuji, si vous permettez, on y arrive homéopathiquement. Le premier lieu que je vais vous montrer se trouve aux portes, ou presque, de Kyoto, dans une petite banlieue qui à l'heure actuelle est connue pour son thé, un thé vert bien entendu, et surtout pour ses bonbons au thé, que je me permets de vous déconseiller, on n'en finit plus et c'est gros comme ça, mais enfin. Ce lieu s'appelle Uji, et là se dresse ce que je crois pouvoir dire être l'un des plus purs chefs-d'œuvre du génie humain, c'est le Byodo-in. Alors avant de vous amener à ce Byodo-in, en 2 mots son histoire, parce qu'elle est révélatrice. Au cap de l'an 1000, un des plus grands féodaux du Japon, en même temps qu'un des plus grands aristocrates, en même temps que l'un des plus grands détenants du pouvoir absolu, Fujiwara Mishinage, achète le terrain sur lequel on va construire le Byodo-in. Et pourquoi? Il a tenu le pouvoir, il est lassé de pouvoir. Son rêve est de se créer une résidence ermitage dans laquelle finir ses jours. Il y finit ses jours, bel et bien. Et quelques années plus tard, son fils lui succède en cet endroit. Son fils s'appelle bien sûr aussi Fujiwara, mais de prénom Yorimichi. Et ce Yorimichi connaît la même carrière que son père. Après, succès aux armes, succès à la cour, succès dans les arts, lassé et ayant fait le tour de toutes choses, il décide de se retirer du monde. Et il repart dans ce même ermitage de Uji que son père avait occupé précédemment. Et en fait, cet ermitage, allant plus loin que le père, il en fait l'image du paradis et il la donne au Bouddha. Autrement dit, ce qui avait été un palais, ou ce qui avait été conçu, disons, pour être un palais profane, va devenir une sorte de palais divin, une sorte de Jérusalem céleste pour le Bouddha, une sorte de lieu dans lequel doit s'emblématiser la perfection, la grandeur et la beauté même de la cause bouddhique. Et ce temple, qui a été achevé en 1053, a eu cette chance miraculeuse de passer à travers toutes les guerres, toutes les séditions, toutes les révolutions, sans être, pour ainsi dire, touché. Et à l'heure actuelle, tous les historiens d'art japonais le reconnaissent comme le plus grand chef-d'œuvre de la période de Heian, c'est-à-dire la grande période du grand classicisme japonais qui nous soit parvenu, est l'un des chefs-d'œuvre absolus de toute la civilisation japonaise. Voilà pourquoi je pensais qu'il était très important de vous montrer cela d'abord. Ce temple porte un très beau nom, il s'appelle le Orodo, ce qui veut dire le pavillon du phénix. Car en effet, d'une part, sa forme, et nous le verrons tout à l'heure, peut évoquer la forme d'un phénix déployant ses ailes, mais aussi et surtout, le phénix étant un symbole de la perfection absolue, le temple étant une perfection absolue, seul le phénix peut le patronner. Et ainsi, sur la clé des toits du Byodo-in figurent 2 images de phénix en bronze, dont l'une d'elles, voici, donc, évoquant, si vous le voulez, la destination divine du lieu. Je vous ai dit tout à l'heure, je crois, que ce Byodo-in, donc d'abord cette villa, puis ce palais, puis ce temple, en fait, a été créé dans une sorte de vallon. Alors on entre dans le domaine par le haut du vallon, et la première chose que l'on voit, c'est une cloche, admirable d'ailleurs, mais une cloche qui, nettement, est une cloche monastique. Donc aussitôt on comprend ce que je viens de vous dire tout à l'heure, après sa vocation profane, le lieu est devenu sacré. On y a installé une communauté
communauté de moines qui d'ailleurs aujourd'hui encore est vivace en ces lieux-là. Étant donné donc que l'on passe, on descend par un chemin d'ailleurs assez sinueux pour arriver devant ce Byodo-in. Et il se passe ce miracle très japonais, vous allez le voir, parce que nous le reproduirons plusieurs fois dans les résidences où je vous amènerai ce soir. Il se passe ceci donc qu'on contourne le lieu. Petit à petit, il se dévoile, toit après toit, si j'ose dire, étage après étage. Au fond, le chef-d'œuvre se dévoile, mais avec une espèce de lenteur extraordinairement calculée. Alors d'abord, on commence par voir l'état général des toits, et se rend compte qu'au fond, l'appellation d'oiseau, de phénix, est parfaitement méritée. Vous remarquerez l'élégance de ces toits en plumes, qui semblent un peu comme ça se soulever de dessus les ailes. Et au fur et à mesure donc que l'on descend, petit à petit, le temple se dégage, le temple, si vous voulez, apparaît. Et on reste confondu de penser que cela, cette chose si élégante, si parfaite, a pu être créée il y a quasiment 1000 ans aujourd'hui, et n'avoir quasiment pas bougé. Nous continuons à descendre, et au fond, au terme de notre descente, nous nous trouvons devant un lac, appelons-le étang tout de même. Et cet étang a été construit, donc, a été creusé, devant le temple, pour qu'on puisse le voir avec la distance et en même temps, si vous voulez, avec la révérence, ne serait-ce qu'esthétique d'ailleurs, qui s'impose. Et vous voyez que comme ça, à travers les arbres, à travers les cerisiers, petit à petit, le temple se montre avec cette admirabilité très propre aux Japonais, que le reflet dans l'eau lui donne toute son immatérialité en même temps que toute sa splendeur. Et quand on arrive jusqu'au bord de l'étang, alors on découvre le Byodo-in tel que vous le voyez maintenant, c'est-à-dire un lieu très simple, un corps central, ici, qu'on pourrait appeler le kondo, c'est-à-dire là où est gardée l'image du Bouddha, et deux portiques latéraux, mais complètement transparents. Et c'est peut-être pour ça que c'est si prodigieusement immatériel, deux portiques latéraux permettant d'arriver à ce que nous appellerions en architecture des campaniles de part et d'autre. Donc ce corps central et ces deux ailes, c'est cela qui veut évoquer et qui a évoqué en fait l'idée d'oiseau. Mais surtout, la grande beauté vient à ceci que ce bâtiment se reflète toujours dans l'eau, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et qu'en fait, au Byodo-in répond le Byodo-in. Je veux dire que vraiment, dans l'immobilité de l'étang, vous avez une forme de poésie de l'image qui est absolument extraordinaire. D'autant plus qu'en de certains endroits, les lotus, les feuilles de nénuphar, même parfois simplement une fleur qui nage, apporte encore quelque chose, si j'ose dire, d'aléatoire dans la composition même, qui est littéralement divin. Nous avons traversé l'étang, nous sommes juste devant le temple, et là, c'est très japonais de nouveau, l'architecte a créé un petit jardin qu'on appelle jardin sec, c'est-à-dire un jardin dans lequel il n'y a ni fleurs, ni arbres, ni bosquets, mais simplement du gravier, du sable, des pierres. Pourquoi? Parce que en utilisant ce gravier de teinte extrêmement claire ici, et en le peignant, en le brossant jour après jour selon un tracé qui n'a jamais changé depuis 1053, on donne l'impression à celui qui aborde ici qu'il n'est plus dans notre bas monde, mais qu'il est dans un temple qui flotte sur des nuages. Je pense que vous pouvez voir qu'en fait tout ce dessin sur le gravier évoque presque irrésistiblement comme un jeu de nuages. Et donc le temple paraît flotter sur des nuages, d'où émergeraient ces quelques cailloux, mais qui en fait peuvent être la cime des montagnes au-dessus des nuages. Donc vraiment, on a cette idée superbe que nous entrons dans la demeure même du Bouddha, comme au sommet du mont Meru, de la tradition bouddhique traditionnelle, et vraiment, tout cela est au-dessus de notre dimension terrestre. Nous voilà maintenant au pied du temple. La salle sacrée, la salle de l'image, est occultée par une grille de bois dans laquelle on a ménagé cette magnifique fenêtre ovale, non traditionnelle de ce type de fenêtre, les fenêtres de pleine lune, car elles permettent en fait de voir ces moments privilégiés qui sont les moments de la nuit, donc les moments du mystère, donc les moments de la révélation. Et vous allez voir que la révélation, cela veut dire quelque chose au biologie. On entre en effet dans une pièce, petite, je dirais, pas du tout colossale, monstrueuse, petite, qui est extrêmement sombre, en dépit du fait que les murs sont chaulés en blanc. On voit très peu de choses. Mais on découvre donc que volaient dans cet espace 52 apsaras. Vous savez qu'on appelle apsaras ces nymphes célestes qui sont exactement les anges de notre iconographie chrétienne. Quand les apsaras volaient dans le ciel, cela veut dire que ce ciel est le ciel des dieux. Et vous savez, je pense que ces apsaras existent depuis le classicisme de l'Inde, bien avant notre ère, et seront en quelque sorte happés par à peu près toutes les grandes civilisations de l'Orient, Chine,
et Japon compris. Donc nous avons des apsaras qui sont en l'occurrence musiciennes ici. Donc si vous y réfléchissez bien, c'est exactement comme dans l'admirable retable de l'agneau mystique de Van Eyck. À l'apparition de Dieu le Père correspond le concert des anges. On a ces deux panneaux représentant les anges en train de jouer l'harmonie divine du monde chez Van Eyck. Et bien la même chose ici, vous allez découvrir le Bouddha et autour de lui il y a les 52 apsaras qui jouent donc de leurs instruments. C'est le concert de l'harmonie du monde. Même idée au fond. Par une chance extraordinaire, il y a 2 ans, ces apsaras ont été restaurés. Et à l'occasion de cette restauration, on les a exposés, ce qui m'a permis d'avoir quelques clichés d'un peu plus près, qui vous permettent de voir que ce ne sont pas simplement des silhouettes en bois, mais d'exquises œuvres d'art. Elles datent, elles aussi, de 1053 et sont dues à, d'après l'examen des experts, 7 sculpteurs qui donc ont fait converger leur génie pour arriver donc à ce jeu extrêmement subtil de lignes, d'écharpes, de vêtements, c'est-à-dire cette élégance si extraordinairement sophistiquée. Mais ces 52 apsaras n'ont qu'une utilité, c'est à mettre en valeur l'apparition du Bouddha. Alors ce Bouddha, le voilà. Le voilà, mais on devrait presque rester sans commentaire aucun, parce qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers peut-être d'images de Bouddha dans le monde touché par le bouddhisme, mais je n'en connais pas beaucoup qui aient la force, en même temps que la beauté, de celle que vous avez sous les yeux. En fait, c'est une statue de bois, tout simplement, laquée et dorée, de 2,95 m de hauteur. Cette statue, dès le jour d'inauguration du temple, a été estimée par les maîtres si belle qu'on n'a jamais oublié le nom de l'artiste qui l'avait taillée. Il s'appelait Josho, il était moine, tout simplement. Et Josho exprimait sa dévotion à l'égard du Bouddha en sculptant, comme les moines de notre Moyen-Âge exprimaient leur ferveur en enluminant des manuscrits. Au fond, il était un moine sculpteur. Et il a livré une image de Bouddha qui est suprême, parce que Bouddha y est représenté avec le hiératisme d'un maître du monde et du maître de la loi du monde, mais en même temps dans le visage et dans le regard, avec une espèce de douceur, une espèce d'introspection qui est absolument hallucinante. Regardez bien le visage notamment, ses yeux sont mi-ouverts, mi-fermés, mais au fond, le regard qu'il porte à l'extérieur est aussi puissant que le regard qu'il porte à l'intérieur. Je veux dire par là comment on a une espèce d'image de l'intériorité du mysticisme qui est absolument hallucinante à mon avis. Voilà le visage, disons, au plus près de ce que je peux vous montrer. Ce Bouddha lui-même, voilà, est en attitude de méditation. Vous connaissez, je pense, toute cette série de gestes extrêmement codifiés que le Bouddha peut avoir et qu'on appelle mudra. Cette mudra-là est mudra de la méditation. Autrement dit, dans une espèce d'immense, si j'ose dire, sommeil cosmique, le Bouddha est là, veillant dans ce demi-sommeil, en fait, sur le salut du monde et garantissant le salut du monde dans ses 2 mains qu'il tient ainsi jointoyées l'une à l'autre. Et la force de sa méditation est si grande qu'en fait, autour de lui se dégage, vous l'avez vu tout à l'heure, un feu, une lumière miraculeuse, la lumière même de la beauté, la lumière même de l'illumination. Mais ce qui de loin vous paraissait être simplement des flammes s'avère être en fait de nouveau un concert d'apsaras, car je pense que vous pouvez voir que partout dans la mandorle, des dizaines d'apsaras dans le geste de la prière, donc dans le geste de la vénération, sont ici réunis. Et cette image de Bouddha, cette image reflète, si vous le voulez, ou doit refléter une telle perfection que ordre a été donné à tous ceux qui ont collaboré au Byodo-in, que le meilleur du meilleur de leur métier, le meilleur du meilleur de leur expérience soit garanti pour ce temple. Aux menuisiers de faire mieux que jamais, aux ferronniers de faire mieux que jamais, car l'œuvre devait être absolument parfaite. Et le fait est que, lorsqu'on a déjà été complètement saisi par l'ensemble, si vous le voulez, et qu'on se met à regarder dans le détail, on reste tout aussi halluciné. Au moindre détail d'architectonie près, tout est parfait. Regardez par exemple, ceci c'est ce lotus aux 1000 pétales sur lequel repose toute image de Bouddha. Eh bien, en règle générale, la statue du Bouddha est faite par un sculpteur et le lotus est fait par les petits élèves. Ici, jusqu'au lotus a été fait par Josho, et chacun des pétales est à soi seul d'ailleurs une vraie merveille. Encore mieux, regardez ce détail. C'est la toute petite balustrade qui protège au fond la statue même de Bouddha. Eh bien, on a pris ici les troncs de cryptomères les plus beaux qui soient.
On a choisi le cuivre le plus patiné qui soit, il est rivé et fileté avec une précision indicible, à tel point qu'il n'a pas bougé depuis 1000 ans. Donc vous voyez, le ferronnier et le menuisier ont ici travaillé comme des maîtres. Et même, lorsqu'on accrochait à la saison d'été un léger rideau pour que le Bouddha ne reçoive pas trop de soleil, bien entendu, ce rideau, on l'attachait. Et la sainte attache, l'embrasse, si vous préférez, de ce rideau, et ça soit une œuvre d'art. C'est un bronze entièrement, vous le voyez, niellé, puis ensuite émaillé, mais qui est un petit chef-d'œuvre, véritablement. Donc vraiment, on se rend compte qu'avec une sorte de ferveur, de bonheur, d'enthousiasme même, ces Japonais d'il y a 1000 ans ont tous travaillé pour que ce temple soit sans pareil, parce que le Bouddha est sans pareil. Même les portes ont été peintes, même les portes. Alors elles nous montrent, en fait, le Bouddha descendant sur terre pour apporter sa mansuétude aux êtres humains. Et bien entendu, il descend au Byodo-in. Et sur le ventail de droite que vous avez ici, droite de la porte, il y a ce paysage merveilleusement flou, si vous remarquez, représentant idéalement, bien entendu, mais reconnaissable tout de même, le profil du Byodo-in. Bouddha prend possession de ce domaine qui lui est offert par ses fidèles. En ressortant maintenant de ce temple, on découvre qu'à l'arrière, il y a encore une aile qui est le prolongement de l'aile de la statue, si vous le voulez, et une aile qui est construite sur le lac même. Cette aile complémentaire, on l'appelle la queue du phénix, car en effet, c'est, si vous voulez, le prolongement du temps, comme la queue, le prolongement même de l'oiseau qu'est le phénix. Il s'agit là des bâtiments conventuels qui ont été construits donc en pont au-dessus même de l'eau. Et en fait, chose absolument merveilleuse, depuis le jour de la fondation, et aujourd'hui encore, on y fait pousser les lotus, symbole même de la splendeur et de la grandeur de la cause bouddhique. Donc, ce que vous venez de voir, car nous allons quitter maintenant le Byodo-in, est encore une fois non seulement un des plus beaux temples de Kyoto et de sa région, mais certainement l'un des plus beaux temples bouddhistes du Japon et l'un des plus beaux temples bouddhistes, point. Je veux dire, c'est une œuvre qui est absolument sans répondant, c'est la perfection à l'état pur. Et simplement, la première idée, cette idée à laquelle je voulais vous rendre sensible, c'est ceci. Puisque Bouddha veut bien développer son infinie mansuétude pour sauver l'humanité souffrante, cette humanité doit se dépasser elle-même au moindre geste de ses moindres moyens pour célébrer avec le plus de ferveur possible le Bouddha. Celui qui prie en priant, mais celui qui tape le métal en tapant le métal, et celui qui scie le bois en sciant le bois. Et vous arrivez à cette œuvre qui est donc vraiment l'absolue convergence de la perfection en toute matière. Cela dit, maintenant, nous allons passer, si j'ose dire, un petit peu plus loin. Je veux dire que nous atteignons maintenant un deuxième domaine. Tout à l'heure, j'ai introduit au premier domaine, si vous vous souvenez bien, en utilisant quelques peintures bouddhiques. Maintenant, j'introduis au deuxième domaine, qui sera justement notre Ginkakuchi, en utilisant quelques sculptures bouddhiques. L'idée que j'aimerais développer maintenant est la suivante. Le Bouddha a donc développé et développera toujours une infinie mansuétude à l'égard de nous tous. À nous tous donc de le lui rendre en lui donnant ce qu'il y a de plus beau. Je veux dire par là que vous allez découvrir que les statues de Bouddha, au fur et à mesure que les temps passent depuis les premières époques jusqu'au XVe siècle qui nous occupe ce soir, deviendront de plus en plus pareilles, de plus en plus somptueuses, de plus en plus impériales, pourrais-je dire. Autrement dit que le Bouddha va gagner au XVe siècle un peu ce que nos images du Christ ont gagné au VIe et VIIe siècle à l'époque byzantine, c'est-à-dire l'or des mosaïques. Autrement dit, quand les empereurs de Byzance recouvraient de manteaux d'or celui qui est le sauveur du monde, ce n'était par reconnaissance qu'ils le faisaient. De même, les grands féodaux, les shoguns, les empereurs, mais aussi dans les villages, les paysans du Japon, recouvrent leur Bouddha de parures extraordinaires, en quelque sorte pour marquer son impérialité même. Alors, je vous montre d'abord, premier exemple ici, je crois, un des plus beaux Bouddhas du monde. J'ai beaucoup de superlatifs ce soir, il ne faut pas m'en vouloir, mais disons, c'est une des périodes de l'histoire de l'art en général qui me tient le plus à cœur, ce Japon de l'époque classique. Et cette statue-là, vous avouerez que depuis les quelques secondes que vous la regardez déjà, est sublime. Et que plus on la regarde, plus sa sublimité même transparaît. Alors, cette image-là, c'est un Bouddha du tout début, si j'ose dire. Il appartient d'ailleurs au plus vieux temple bouddhiste du Japon, le temple Horyuji à Nara. Et ce Bouddha, taillé dans une seule pièce de bois, nous montre bien qu'à l'origine et au début,
Le Bouddha était représenté avec cette relative simplicité et austérité héritée de tous ces routes ramenant jusqu'à l'Inde. Je veux dire par là, héritée de la grande tradition historique indienne qui veut que le Bouddha ait tout donné pour nous sauver. Donc c'est un total dépouillement, ou presque, que vous avez dans cette œuvre-là. Alors, cette œuvre-là, donc, c'est une image du Bouddha de méditation, un Bouddha qui, en fait, comment dire, sommeille au-delà du temps pour bientôt se réveiller et, en fait, nous sauver tous. On l'appelle Miroku, en l'occurrence. Et cette statue de Miroku, miraculeuse, sans or, sans rien d'autre que le chant même de sa patine, se trouve dans le tout petit temple Shoguji, dans l'enceinte du grand temple Horyuji. Et c'est une œuvre tellement phénoménale que je vous en ai amené un détail. Voilà, vous pouvez voir ce visage qui est entre le sommeil et l'éveil, entre le sérieux et le sourire, entre, si vous voulez, l'inertie et le mouvement. Ça me paraît exprimé avec une sensibilité absolument étourdissante. Mais vous allez voir que très rapidement, ces mêmes images, cette même ferveur, cette même tendresse va s'assortir de ce besoin, encore une fois, de parer la chose. Ainsi, par exemple, dans ce petit Bouddha de bronze, vous pouvez voir que le costume reste le costume simple du pèlerin que portait le Bouddha, mais l'artiste a utilisé les rosaires de tout moine bouddhiste pour en faire lentement mais sûrement une parure qui est presque une parure de cour. Il a utilisé également la complexité de la coiffure du Bouddha pour en faire quelque chose qui est bientôt un diadème, bientôt une couronne. Donc vous commencez à voir, j'espère que vous commencez à voir, cette sorte d'impérialisation lente mais sûre que vont connaître les Bouddhas au 8e siècle dans le premier exemple, début du 9e siècle dans ce que nous venons de citer, et cap de l'an 1000 à peu près pour celui que vous avez sous les yeux. Et en même temps, je vous ferai remarquer que plus la parure, en fait, marque le Bouddha, plus, en fait, son corps devient visible et présent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. L'artiste, en fait, apprend à modeler le corps du Bouddha, il apprend à lui donner une espèce de présence qui est véritablement une présence physique. Donc vraiment, le Bouddha commence à s'imposer dans son temple. Il n'est plus cette sorte d'emblème extrêmement lointain du Miroku, du Shoguji, mais il est vraiment comme un seigneur qui reçoit dans cette demeure qu'est en fait son paradis, le paradis d'Amida. Et voilà, nous arrivons maintenant dans un des premiers âges d'or de la grande sculpture japonaise, le 11e siècle, où dans ce Bouddha, laqué et doré, vous voyez apparaître des techniques comme par exemple le gaufrage en lac pour la couronne, ou encore mieux ici pour la robe. Et donc, on voit apparaître, au-delà de l'ineffable sérénité du sourire, cette forme, encore une fois, de splendeur qui doit appartenir à toute image du Bouddha. Et si on n'utilise pas l'or, comme tout à l'heure, si on décide de laisser le bois nu, alors ce bois nu, on va le traiter avec une telle virtuosité, regardez dans ce drapé en particulier, que la même splendeur, je dirais même peut-être plus de splendeur qu'avec tout l'or du monde répandu, est donnée ici au personnage. Il y a vraiment une sorte de prestance et de présence étourdissante dans une œuvre comme celle-ci. Et en fait, lorsqu'on arrivera au cap des 12e et 13e siècles, on pourra vraiment dire que les images du Bouddha sont des images de Pantocrator. Il est véritablement celui qui est le maître et le souverain du monde. Et je trouve que ça s'exprime admirablement dans ce premier visage de bronze sur une mandorle dorée. L'opposition du noir et de l'or est d'ailleurs absolument sublime ici. Et peut-être encore de façon plus extraordinaire, dans ce deuxième exemple, également de bronze patiné noir sur mandorle dorée, où vraiment, dans le contraste des matières, le mat et le brillant, dans le contraste des couleurs, le noir et l'or, mais aussi dans le contraste des esthétiques, très très peu de traits dessinés sur le visage et au contraire une espèce de grande tourmente dans l'auréole qui l'entoure, cela donne, par le jeu même du contraste, une espèce de noblesse étonnante au visage du Bouddha lui-même. Et au moment où, en fait, notre sanctuaire a été construit, au moment où le Ginkakuji a été construit, on donnait à Bouddha des images comme celles que vous voyez ici, c'est-à-dire encore plus loin, si vous le voulez, dans cette espèce d'impérialisme ou d'impérialité, on crée des mots, mais je pense qu'ils sont compréhensibles, d'impérialité qu'on veut donc donner au Bouddha. Et vous voyez que le Bouddha est entouré non plus de feu maintenant, mais de milliers et de milliers de petites images le représentant lui-même, comme si le Bouddha, en quelque sorte, explosait de sa propre bonté pour la répandre comme autant de particules dans tout le monde connu. Mais là, l'usage de l'or dans les demi-ténèbres, en fait, du sanctuaire, donne vraiment cette majesté étourdissante à l'ensemble. Et c'est cela qu'il fallait que je vous dise. Pour
pour vous amener maintenant dans cette résidence de l'or et de l'argent que sont les deux temples, Kinkakuji et Gingakuji. Car en effet, maintenant, de nouveau, si vous permettez, un tout petit peu d'histoire. Au point où nous sommes arrivés, Bouddha après Bouddha, du 8e siècle au 15e siècle, 14e siècle pour être tout à fait exact, au point où nous sommes arrivés maintenant, le monde japonais a changé. La capitale est Kyoto, c'est ce que je vous racontais au début de ma conférence, je le rappelle dans une phrase. L'empereur réside à Kyoto, le shogun qui représente son autorité réside à ses pieds, et entre les deux, les grands nobles s'observent. Le peuple a faim, mais le peuple est soumis. Nous sommes en 1394, quand l'un des grands shoguns de la dynastie, Ashikaga Yoshimitsu, après d'innombrables années passées au service de l'empereur, décide de se retirer. Si vous remarquez, c'est quasiment 4 siècles plus tard ce qui est arrivé au Byodoin tout à l'heure. C'est le même scénario. Donc, notre vieux shogun Ashikaga Yoshimitsu décide donc de quitter le monde, de se retirer dans un monastère, mais entendons-nous, ermitage serait plus juste, voilà, dans un ermitage, et il fait construire dans les faubourgs de Kyoto un merveilleux jardin, au centre duquel se trouve un merveilleux pavillon. Et il baptise cela Kinkakuji, c'est-à-dire le pavillon d'or. Et nous allons commencer, sans plus d'explication, par visiter ce pavillon d'or. Car vous allez voir à quel point la démarche est japonaise. Nous allons entrer vraiment par les bas-côtés, nous allons lentement traverser une nature domestiquée au moindre brin d'herbe, inutile de dire, pour petit à petit subir cette révélation de l'or, comme tout à l'heure, dans l'obscurité des temples, on subissait tout d'un coup l'éclatement de la statue. C'est exactement le même procédé, vous allez voir. On entre donc par une magnifique mais très dense forêt de bambou qui marque la frontière en, disons, le monde connaissable et le monde inconnaissable, c'est-à-dire en fait Kyoto est le domaine privé, et on arrive tout d'un coup devant un tout petit pavillon de rien. Ce tout petit pavillon complètement rustique, mais d'une rusticité ô combien délibérée, c'est le pavillon de thé du shogun Ashikaga. Il a été construit à l'imitation même, en fait, des maisons de thé, entre guillemets, paysannes de cette époque-là, simplement avec du bambou, de la barbe d'avoine, quelques petites épissures où il met le bambou ici est le plus beau bambou que l'on puisse trouver. Les épissures d'avoine sont tissées avec une science extraordinaire et les ficelles sont de la soie. Donc vraiment, vous avez exactement la forme, si vous le voulez, de cette rusticité quotidienne qui plaît tant aux grands aristocrates japonais, mais traduit avec un raffinement dans les matières, le choix des matières, qui est absolument indicible. La maison de thé, c'est l'endroit où on se retire pour regarder, pour méditer, et en quelque sorte pour gagner le sens de l'éternité. Donc vous pouvez être sûr qu'elle donne toujours sur un paysage privilégié. Et là, le paysage est plus que privilégié, avouez. Il y a une sorte de grand vallon de mousse, extraordinairement doux, un petit étang, une île et un stupa. Mais comme l'île est minuscule et que le stupa est minuscule aussi, avec la force de l'imaginaire, avec la force de la méditation, on a l'impression d'être face à la mer intérieure dans son entier, à une île dans son entier, sur laquelle il y a un temple dans son entier. Je veux dire, le paysage, par une espèce d'anamorphose intellectuelle, s'agrandit, se dilate et devient ainsi un paysage véritablement cosmique. Je vous ai dit dès le début, le japonais est le maître de ces microcosmes qui deviennent macrocosmes. Et cela est encore plus vrai quand on interroge le plat de l'étang et qu'on y découvre l'ombre du stupa. Alors avouez que les arbres deviennent comme une espèce de ciel d'orage, et donc vraiment on est pris par cette espèce de catalyse poétique qui est si propre au génie japonais. Puis on contourne la maison de thé, on contourne l'étang, et on est comme appelé par le bruit d'une cascade. La cascade est obligatoire au goût du japonais parce qu'elle évoque elle aussi l'infini, mais l'infini dans cette espèce de musique miraculeuse qui est la musique de l'eau. Et quand on regarde cette cascade, qui a été inutile de vous le dire, je pense, créée de main d'homme au moindre bloc de pierre près, on découvre la même sensibilité que dans la peinture de ces Shutoyo que je vous montrais au début. C'est exactement ce même jeu, tout en vertical, comme ça, d'une architecture qui est, au fond, toujours floue, parce que toujours en mouvement. Cette cascade elle-même alimente un petit ruisseau dont on suit les méandres en continuant sa promenade. Et petit à petit donc, on voit ce paysage se calmer, devenir non plus un paysage de montagne, mais une sorte de paysage de plaine.
Et de la plaine, bien sûr, on va déboucher, en suivant le ruisseau, jusqu'à la mer. Alors la mer, c'est une sorte d'immense lac qui occupe toute la partie centrale de notre Kinkakuji et dans laquelle grouillent aujourd'hui les carpes. Carpes de toutes couleurs, carpes qui depuis des millénaires sont au fond les obligatoires hôtes des étangs, parce que les Japonais savent bien que la couleur et le mouvement des carpes vient embellir la musique de l'eau. Alors des carpes donc, et quand les carpes veulent bien se calmer, alors on découvre le pavillon d'or. Mais regardez, c'est extraordinaire, on le découvre d'abord dans son reflet dans l'eau. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'or paraît être en fusion sur l'eau. Regardez, il est là, on le voit briller là, 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 là. Donc au fond, l'or, si vous le voulez, joue comme ça, complètement dans le reflet dans l'eau. Alors quand on a observé cela, quand on s'est complu, si vous le voulez, à cet or comme en fusion sur l'eau, enfin on lève l'œil, et voilà devant vous le pavillon d'or. C'est-à-dire un pavillon de bois que le shogun Ashikaga a voulu entièrement dorer. Et nous sommes là, bien sûr, au point culminant de ce jardin. Ayant observé 4 secondes de silence, vous êtes aussi déçus que moi, bien entendu. C'est beaucoup trop doré, c'est tape à l'œil, c'est abominable. D'accord. Mais je vous rappelle que ce que vous avez sous les yeux n'est pas du tout le pavillon d'or de Ashikaga. Le pavillon d'or avait survécu jusqu'en 1950. Mais vous vous souvenez peut-être de ce drame assez terrible qu'avait été en 1950 le suicide de ce jeune moine et étudiant à la fois, qui, privé de l'affection de sa famille, en complet mal-être, d'abord lui-même et en lui-même, mais aussi surtout face à la société, s'est suicidé en mettant le feu au pavillon d'or. Cela avait fait au Japon un scandale absolument épouvantable, mais cela avait permis à un des plus grands romanciers du XXe siècle, Mishima, d'écrire un des plus beaux romans sur le mal-être qu'on puisse lire, c'est Le rêve dans le pavillon d'or. Je vous signale que ça a paru en livre de poche, ça vous coûtera bien 8 francs 60. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous devez l'avoir fini demain matin. Parce que c'est un des romans, au-delà, disons, du japonisme, dans lequel cette notion, comment vous dire ça, du pardon au mal-être est le mieux exprimé qui soit. Et nous sommes dans une époque qui, en fait, vit ça de façon bien pire qu'en 1950. Donc c'est à lire, je vous assure. Le pavillon d'or que vous voyez là, donc, est une restauration de l'année 1955. Donnez-lui encore 3 siècles et demi et revenez, et vous verrez qu'il aura pris toute la patine et la poésie qu'il lui faudra. Sur cette vision-là, nous allons quitter le pavillon d'or, mais pas tout à fait notre shogun Ashikaga. Car en effet, le fils de notre Ashikaga du pavillon d'or devait, comme tout fils japonais, imiter son père, égaler son père et si possible dépasser son père. C'est une obligation atavique. Ça l'est encore aujourd'hui au Japon. Le fils, malheureusement, n'a pas eu le temps. C'est donc le petit-fils qui reprendra le flambeau et construira à l'autre bout de la ville ce qui est au fond la réponse au Kinkakuji. C'est le Ginkakuji. Non pas l'or, kin, mais le argent, gin. Non pas le soleil, mais la lune. Non pas le jour, mais la nuit. Si vous comprenez bien donc, le petit-fils rend hommage au pavillon d'or en créant un pavillon qui est le pavillon d'argent, le pavillon de la lune, et au fond, il le dédicace à la même cause. Et ce petit-fils, c'est Ashikaga Yoshimasa, 8e shogun de la famille Ashikaga, à avoir occupé le pouvoir. Et s'étant consacré plus de 36 ans au service de la grande politique japonaise, comme son grand-père, il décide de quitter le monde. Il investit l'autre bout de la ville pour y construire cette résidence de rêve qu'est le Ginkakuji, que nous allons visiter maintenant. Et c'est dans ce Ginkakuji que, comme au Byodo-in 5 siècles auparavant, on utilisera les meilleurs artistes en leur demandant sans cesse de se dépasser eux-mêmes pour arriver, si vous le voulez, à créer un chef-d'œuvre qui soit un chef-d'œuvre absolu. À la mort du shogun Ashikaga, ce lieu-là sera immédiatement donné au Bouddha, c'est-à-dire on le transformera en temple, comme 5 siècles auparavant, la résidence qu'avait été le Byodo-in est devenue temple du Bouddha Amida. Donc vous voyez, toujours, à la mort de ces grands personnages, au fond, leur aura ne peut être, comment dire ça, éternisée, immortalisée que par le Bouddha lui-même. Alors, nous restons à Kyoto donc, simplement nous traversons toute la ville pour aller de l'autre côté, et nous entrons maintenant dans le Ginkakuji. Et là, je vous dis tout de suite,
rien, enfin il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de suicide, il n'y a pas eu d'incendie, vous allez le découvrir vraiment tel que les siècles l'ont préservé. Un shogun Ashikaga vivait dans un palais magnifique, je veux bien, un palais fortifié. La résidence des shoguns à Kyoto était véritablement une place forte. Vous vous rendez compte du danger de chaque instant qu'était de vivre quand on était shogun, quand il faut trancher de tout, et que trancher est chose si difficile dont les intérêts sont innombrables, évidemment il faut pouvoir se défendre. Il y avait donc des chicanes de granit à l'entrée de la résidence du shogun. Mais quand ce shogun quitte le pouvoir et qu'il se fait construire ce lieu de délice, il y met des chicanes, mais elles sont en azalée. Autrement dit, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'imitation de la chicane du palais d'avant, mais en fleurs. Ce sont des murs de 6 mètres de hauteur d'azalée qui sont ici. Et au moment de la floraison, c'est malheureusement pas le moment où j'ai pris la photo, au moment de la floraison, c'est complètement hallucinant. C'est des murs comme ça, roses, qui permettent d'entrer dans le monde même du shogun. Et ce monde, le voilà, pardon. C'est donc une série de pavillons qui ont été d'abord occupés par le shogun lui-même, puis ensuite donnés aux moines et aux bouddhas. Ils sont devenus donc lieux monastiques. Nous avons une secte monastique qui vit aujourd'hui encore au Kinkakuji. Et comme au Byodoin et comme au Kinkakuji, pavillon d'or, les artisans donnaient toujours le meilleur d'eux-mêmes. Regardez la beauté du bois, la patine du bois. Regardez la beauté des tuiles, ces tuiles qui sont complètement argentées. Regardez la façon dont le blanc de la chaux est absolument parfait et met en valeur du même coup la chaleur du bois. Regardez aussi combien l'arbre a été éclissé de façon à mettre en valeur l'élégance du toit. Je veux dire vraiment que chaque détail est travaillé ici avec un indicible bonheur. Comme toujours dans ces demeures japonaises, si palatiales soient-elles, il y a quelques chambres, peu de chambres, articulées par ces fameuses cloisons mobiles qu'on appelle fusuma, et donc on peut ainsi modeler, pourrait-on dire, l'intérieur de la maison. Ici, en l'occurrence, cette maison étant devenue temple, vous avez devant vous le lieu où est gardée la statue même de Bouddha, et devant, vous avez une image du fondateur, c'est-à-dire du shogun qui, au fond, continue à vivre dans ce lieu-là. Et juste à la porte de ce lieu-là, vous avez quelque chose que je trouve merveilleux. Regardez comme c'est beau. C'est une planche de bois, rien d'autre. C'est du cèdre, une planche de cèdre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un trésor national, catégorie B. Mais c'est un trésor national. C'est la planche de bois que le fils de Ashikaga Yoshimasa a donnée au premier abbé qui est venu occuper la villa. Lorsqu'il lui a donné cette villa pour en faire un temple, il lui a offert une cloche pour appeler les moines à la prière. Cette planche sur laquelle on tape est celle qui rythme la journée du monastère. Et depuis la fin du XVe siècle, c'est sur la même planche que l'on tape. Or, depuis le temps que vous la regardez, vous voyez que c'est un paysage. Or, je veux dire par là, les coups de marteau ont fini par marquer le bois et y dessiner une sorte de paysage idéal. Et quand on y regarde de près, franchement dit, il a de nouveau un petit côté zen, ce paysage-là. Et en fait, cette cloche même, ainsi marquée par ces coups de boutoir qui ont petit à petit dessiné comme un microcosme de temps, a été nommé trésor national, parce qu'il est infiniment émouvant de penser que plus de 6 siècles de l'histoire de la religion et de la terreur au Kinkakuji a été rythmé par l'objet que vous avez ici. Alors c'est le seul objet, disons, du monastère bouddhique que je vous montre. Si j'ose dire maintenant, nous l'oublions pour retourner à l'époque des shoguns, c'est-à-dire à l'époque où tout ceci était encore palais. Nous avons dit tout à l'heure que le pavillon sera d'argent contre un pavillon d'or, et donc ici régnait la lune contre le soleil de tout à l'heure. Pour que la lune brille sur le Kinkakuji et même en plein jour, l'immense paysagiste qui était Soami a eu une idée extraordinaire. Devant le palais, étendre une vaste lande, pourrait-on dire, d'un gravier et d'un sable presque parfaitement blanc, mais mêlé de quelques éléments de mica qui viennent juste apporter, comme ça, des éclairs, si j'ose dire, et peigner ce gravier de façon si régulière qu'immanquablement celui qui médite là-dedans pense voir un paysage marqué par les larmes argentées de la lune. Et vous commencez à voir apparaître ici dans le paysage cette idée de lune.
quand on est plus près, je trouve que ça devient très évident. Je veux dire, par le moment, on sent cette lumière un peu froide, si vous le voulez, mystérieuse, ça en tout cas, et au fond extrêmement, extrêmement changeante, parce que fragile, qui est au fond la lumière de la lune. Et jour après jour, les moines repeignent ce lieu-là en suivant exactement le même tracé, les mêmes rayons de lune, pour que jamais, jamais ce paysage ne change. Et pour que cette espèce d'immense lande marquée par la lumière de la lune ait au fond sa justification, au bout, se dresse cette montagne. La légende raconte que la dernière fois que Soami est venu inspecter ce jardin, il était quasiment prêt, son jardin, la dernière fois qu'il est venu l'inspecter, les jardiniers avaient oublié un tas de sable au fond de l'étendue. Et naturellement, quand ils ont vu arriver Soami, ils ont été horrifiés de ce qu'ils avaient fait. Et Soami leur a dit, mais non, il est sublime ce tas de sable. Je veux que ce tas de sable reste là jusqu'à la fin des temps, car ce tas de sable, c'est le monde Bouddha. Et en fait, dit la légende, depuis ce jour-là, et au siècle des siècles, le tas de sable est remodelé jour après jour, comme est peigné en fait ce décuple rayon de lune que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, la légende de l'oubli des jardiniers, j'avoue que je n'y crois pas trop. Je pense qu'en fait, il fallait à Soami un point d'horizon, quelque chose qui vienne à 3 dimensions, ancrer le regard de celui qui médite devant le Ginkakuji. Donc, il a créé cette sorte de montagne dans laquelle un esprit profane peut voir le mont Fuji, mais un esprit mystique peut voir le mont Meru, sur lequel trône donc le Bouddha. Quoi qu'il en soit, le tas de sable est là, imperturbable année après année, inchangeable et inchangé année après année. Et je vous rappelle, pour les esprits pragmatiques, il doit y en avoir un ou deux dans cette salle, que les moines conservent une sorte d'éclisse en bois qui leur permet de refaire ce tas de sable au millimètre près tel qu'il était lorsque Soami l'a en quelque sorte patronné au siècle des siècles. J'aime bien donner ce genre de précision parce que ça me rappelle toujours, si vous me permettez une parenthèse qui vous posera 12 secondes et 3 dixièmes, d'une de mes premières émissions de radio, j'étais plein de ferveur, c'est sûr, sur les jardins de la Villa d'Est. Et les auditeurs pouvaient téléphoner et poser des questions. Alors, on me dit, voilà la première question. Alors j'en avais le diaphragme qui est remonté jusque dans la glotte, dans l'angoisse. Est-ce que je vais pouvoir répondre? Eh bien, je n'ai pas pu répondre, car la dame, c'était une dame, qui téléphonait m'a dit, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qui passe la tondeuse dans ce jardin. Alors depuis que j'ai découvert le pragmatisme, ça existe aussi. Alors, on revient à la grande poésie. Voilà donc le pied de ce tas de sable, que vous remarquez que de nouveau là, infiniment délicatement, on brosse ce sable pour donner donc l'impression toujours d'une montagne qui émane de cette lumière de lune. Puis, ayant contemplé et s'étant pénétré de cette idée de lune, donc de cette idée de nuit, on commence à se promener dans le jardin, comme tout à l'heure au pavillon d'or. On découvre petit à petit les merveilles du pavillon d'argent. Et lentement mais sûrement, au milieu de son étang, apparaît le pavillon d'argent. Le voilà, il est devant vous. Et là, de nouveau, vous allez bien où est l'argent. Eh bien, il se trouve que, et cette fois-ci, ce n'est pas une légende, ce semble être la vérité, lorsque ce pavillon a été terminé et qu'on a montré au shogun Ashikaga les essences d'argent qu'on lui proposait pour le doublage de son pavillon, il a regardé le pavillon et il a dit « Ce pavillon est si beau comme cela que je ne veux pas qu'on mette de l'argent dessus, mais je l'appellerai pavillon d'argent et désormais personne n'osera douter qu'il est en argent. » Et c'est ainsi qu'en fait le pavillon est resté dans cette espèce de somptueuse simplicité qui est la sienne. C'est le bois nu, mais un bois d'une qualité et d'une beauté extraordinaire. Et bien sûr, ce pavillon d'argent servait au shogun, quand il a habité ce lieu-là, à contempler le microcosme qu'on a dessiné autour de lui. Et aujourd'hui, une image de Bouddha l'a remplacé. Bouddha contemple donc le monde. Et ce monde a été retracé ici par Soami et ses aides de façon extraordinaire. Comme tout à l'heure, on va voir un paysage de mer, puis un paysage de plaine, puis un paysage de préalpes, pourrait-on dire, et enfin la haute montagne et des espèces de cimes extraordinaires. Alors, ceci, c'est donc quelques exemples, je voulais vous montrer, de peintures de paysages à peu près contemporaines du Ginkakuji pour que vous vous rendiez compte que vraiment l'arbre que l'on éclisse pour qu'il devienne aussi tourmenté que vous l'avez ici, cela existait bien entendu à l'époque. Je voulais vous montrer aussi que le jeu, par exemple, de l'eau et du caillou
du sable et de l'arbre, cela existait à l'époque, et que même mettre juste un tout petit érable rouge au milieu de tout ce vert servait justement à énerver l'œil, donc à apporter ce petit sentiment de surprise, ce petit choc de surprise qui donne au jardin véritable son délice. Donc, c'est en regardant des peintures comme celle-là qu'en fait, nos paysagistes, petit à petit, apprenaient à domestiquer la nature et à livrer aux princes qui s'y promenaient, comme sur cette peinture-ci, quelque chose qui est le monde dans son entier, avec ses moments de calme, avec ses moments dramatiques, avec ses moments de tempête même, tout cela exprimé simplement donc par quelques arbres, quelques pierres, un peu d'eau, beaucoup de sable. Alors, nous allons voir maintenant ce que Soami en a fait. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un paysage de mer, c'est le grand étang totalement serein, avec juste quelques pierres qui viennent se perdre dedans, mais de nouveau, avec cette espèce de phénomène de dilatation de l'espace, on a le sentiment que l'étang devient une mer et que le caillou devient une falaise, on a vraiment un sentiment de dilatation étonnant. Puis, par le biais de petits ponts, qui sont des blocs de pierre simplement jetés sur le ressaut de l'étang, on gagne la terre ferme, et de là, on gagne petit à petit les mondes plus élevés. Les essences donc changent, la ligne même de ces arbres, si j'ose dire, change, devient plus sauvage, peut-être un peu plus âpre aussi. D'admirables chemins d'une rusticité travaillée, inutile de vous dire, jusqu'au dernier ressaut, ont été ménagés pour que vraiment on ait l'impression de plus en plus de monter, et par là même s'éloigner du monde aimable de l'ici-bas pour gagner le monde à découvrir, le monde aventureux de l'au-delà. On arrive bel et bien sur une sorte de grand plateau où il y a de la mousse. Oui, mais pas de la mousse, des mousses. Puisque dans le livre Rollet, qui décrit le jardin dans son entier et qui est fait par les jardiniers chargés de son entretien, on distingue en un mosaïquage infiniment savant 49 espèces de mousses différentes. Les toutes douces, les toutes rugueuses, les vertes émeraudes, les vertes très pâles, les vertes presque bleutées, et tout cela est mosaïqué avec une telle souplesse et une telle douceur, il n'y a qu'à voir d'ailleurs sur ce document-ci, et pourtant c'est qu'une diapo, mais quand même, il n'y a qu'à voir toutes ces espèces de changements et de modulations, on a vraiment l'impression de se promener sur la plus douce en même temps que la plus riche des plaines. Et cela nous amène à la dernière étape, qui cette fois-ci d'ailleurs est étrange, nous sommes à la montagne. Soami a créé une sorte de montagne idéale, mais indiquée seulement par, comme vous pouvez voir, quelques blocs, quelques ressauts de mousse, un tronc ici, une racine là. Et au sommet de cette montagne, ce que je pense être le sommet de l'intellectualisme japonais, une cascade muette. C'est-à-dire une cascade simplement faite de pierre. Il n'y a pas d'eau, mais l'idée de cascade, l'idée d'eau est représentée. Donc, si vous le voulez, nous arrivons à cette espèce de suprême manifestation de l'intellectualisme esthétique au sommet même de ce Kinkakuji. Donc au fond, tout se termine dans le silence le plus total, un silence absolument millénaire, c'est donc un peu le silence de Bouddha. Voilà donc, et là-dessus nous quittons le Kinkakuji, mais pas totalement, vous allez le voir, le Japon, j'ai encore une étape, si vous voulez bien, à vous faire faire. En effet, je voulais encore ajouter une notion. Je vous ai dit, toujours à propos de Bouddha, bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, que le Bouddha était venu d'Inde, via, etc., jusqu'au Japon, que le japonais lui avait donné un regard particulier, ce regard de compassion. Je vous ai dit également, souvenez-vous, que ce regard de compassion, les Japonais l'avaient habillé avec une sorte de splendeur indicible. Et nous avons vu cette série de Bouddha sculptés, dans laquelle le côté impérial, si vous voulez, de la figure de Bouddha se marquait de plus en plus. Il y a encore une dernière notion que je dois ajouter à tout cela pour vraiment avoir le sentiment de vous avoir un peu introduit dans le monde du bouddhisme japonais. Cette notion complémentaire, c'est la notion d'aléatoire, de doute, de mouvance et d'inattendu. Ça peut vous paraître bizarre, je dois donc un peu vous l'expliquer. Je vous rappelle que la civilisation japonaise a été essentiellement une civilisation de guerriers. Les grands samouraïs, en particulier, ont été pendant des siècles et des siècles les maîtres en même temps que les clés de la civilisation japonaise. Un guerrier est un homme qui risque sa vie sans cesse. Vous ne pouvez donc pas demander à un homme qui ne sait pas de quoi demain sera fait d'adorer un Bouddha immuable, inchangeable, immué et inchangé. Il lui faut, si j'ose dire, un Bouddha que l'on puisse approcher
dans l'instant. Il lui faut un Bouddha pour lequel on ait une espèce d'illumination aussi soudaine que miraculeuse. Il lui faut un Bouddha qui soit aussi rapide qu'est rapide son épée. Je ne sais pas si vous arrivez, je ne sais pas si j'arrive à expliquer assez bien ce que je veux montrer, je veux simplement dire que pour ces grands guerriers, il fallait un Bouddha qui ne soit pas un Bouddha pour moine, mais véritablement un Bouddha qui, au moment où on a besoin de lui, c'est-à-dire au moment de la mort, qui peut survenir en n'importe quelle minute, que ce Bouddha puisse être là, ou plutôt qu'on soit prêt à le recevoir. Et c'est ainsi qu'au Japon s'est développée une acception très particulière de la loi bouddhique que l'on appelle aujourd'hui le zen, qui n'est donc pas pur apprentissage d'une religion, qui n'est pas pure catéchèse d'une religion, mais qui est une espèce de préparation lente et extraordinairement disciplinée à la révélation fulgurante de la nature de Dieu, que l'on appelle, et vous le savez tous et toutes, je pense, le Satori. Et cette idée donc de la révélation de la lumière de Dieu par le Satori du Zen est apparue à peu près dès l'an 1000 en gros au Japon. Et s'est développée tout principalement dans les centres où se trouvaient confrontés d'innombrables guerriers. Et l'un de ces centres les plus importants, c'est Kamakura, où nous allons terminer notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous rappelle en effet que, à un moment donné de son histoire, les Japonais, à un moment donné de leur histoire, pardon, les Japonais ont confié tout le pouvoir à un seul personnage, et vous finirez par vous souvenir que ça s'appelle un shogun. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé des shoguns de la dynastie de Ashikaga. Nous avons vu en effet un shogun Ashikaga construire le Kinkakuji, un autre shogun Ashikaga construire le Ginkakuji. Celui dont je vais vous parler maintenant appartient à une toute autre famille, la grande famille des Minamoto. Il s'appelle Minamoto Yoritomo. Et Minamoto Yoritomo, ayant reçu de l'empereur l'investiture suprême au rang de shogun, c'est-à-dire de maître de toute la destinée du Japon, a eu cette intelligence de comprendre qu'en restant à la cour, près de la cour, il risquait de s'affaiblir, de s'amollir, il risquait d'affaiblir et d'amollir ceux qui collaboraient à son œuvre. Il a donc décidé de le retirer dans la montagne, tous ces gens du gouvernement, dans un petit village de rien du tout qui lui appartenait, et d'en faire le centre du gouvernement même. Et il a fait construire dans ce petit village une tente de laquelle il a gouverné sur le Japon. Voilà pourquoi on appelle cette période de l'histoire du Japon, la grande période des Minamoto, la période du Bakufu, c'est-à-dire le gouvernement de la tente. Parce que c'est dans une tente spartiate et austère que lui et ses guerriers ont régi, si vous le voulez, la civilisation japonaise. Le Bakufu de Kamakura a duré pendant près de 2 siècles et a marqué peut-être l'une des plus grandes périodes de paix et de prospérité au Japon. Et c'est dans cette paix et cette prospérité que nous allons terminer notre promenade. Mais simplement, là, dans le Bakufu de Kamakura, il ne pouvait pas y avoir les Bouddhas dorés et mondains de Kyoto ou de Nara, c'est-à-dire ceux que vous avez vus précédemment. Il devait y avoir un bouddhisme, si j'ose dire, plus spéculatif, un bouddhisme plus aventureux, un bouddhisme d'expérience et un bouddhisme de discipline, autrement dit un bouddhisme zen, au sens le plus strict du terme. Et en fait, 2 des grands maîtres du zen, formés à l'école chinoise, sont venus à Kamakura pour en quelque sorte tremper ce monde de guerriers à cette nouvelle conception de Dieu, un Dieu fulgurant comme l'éclair. Ces 2 moines s'appellent l'un Eisai et l'autre Dogen. Et ce sont Eisai et Dogen qui ont fait créer ce mouvement de zen. Alors je pensais qu'il faudrait que je vous montre non plus les Bouddhas, mais les images à la fois extraordinairement rudes. Regardez ce visage qui est coupé à la hache, mais en même temps d'un tel rayonnement intérieur. Toujours est-il donc, ce sont ces personnages-là, Eisai, Dogen et leurs successeurs, qui vont petit à petit donc développer cette idée que en chacun de nous, il y a Bouddha. Notre seule mission est de réveiller en nous ce Bouddha. Par la discipline de chaque instant, par la discipline de chaque geste, par la discipline de chaque parole, on prépare son corps et donc on prépare son âme à s'ouvrir au Bouddha. Et il peut arriver aux sages que cette domestication de chaque seconde soit assez intense pour que tout d'un coup la lumière descende. Et c'est cette descente-là qu'on appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, Satori.
Ce bouddhisme, à la fois très rigide, rigide dans ses devoirs, si vous le voulez, et en même temps très spéculatif, parce que vous pouvez aller jusque là où vous voulez, puis vous arrêter et reprendre. Cette espèce de liberté, cette espèce de côté aventureux de la quête spirituelle convenait admirablement à cette caste de militaires du Bakufu de Kamakura. Voilà pourquoi ces maîtres assez rudes d'ailleurs, qui étaient Eisai et Dogen, sont admirablement parvenus, si vous le voulez, à créer un mouvement spirituel à Kamakura. Alors voilà l'un d'eux, Eisai, et vous allez voir l'admirable visage de Dogen. Absolument extraordinaire. Hein. C'est très à la fin de sa vie, oui, ça je pense inutile de dire, mais de nouveau, l'intensité est telle dans ce visage-là que vraiment, une fois vu, on ne l'oublie jamais. Je vous ai dit que Eisai et Dogen avaient eu toute une série d'élèves à leur tour. Je voulais juste vous montrer, pour le plaisir de l'œuvre d'art, l'un de ces élèves. C'est, je crois, un des plus beaux portraits jamais peints au Japon. C'est le XIIIe siècle que vous avez là. Pas si vous vous rendez compte, ça date de nos grandes cathédrales. Alors c'est un des très très grands élèves de Eisai qui est là, c'est le moine Muso Soseki. C'est le premier qui en fait a ouvert le Japon au zen. Jusqu'alors, le zen s'était confiné dans le Bakufu de Kamakura. Avec Muso Soseki, on a commencé à ouvrir les monastères jusqu'à Kyoto, jusqu'en ville. Donc c'est un peu par celui-là, si vous le voulez, que l'esprit de zen a lentement gagné le Japon dans son entier. Alors, ces gens-là, ces maîtres à penser, ont privilégié ce Bouddha extraordinaire qu'on appelle en fait le Yakushi Nyorai. C'est toujours Bouddha qu'on s'entende bien, c'est un qualificatif. Yakushi, c'est celui qui guérit, celui qui pense. Parfait pour un guerrier, vous admettrez, celui qui vient aider, notamment au moment de la mort, Yakushi. Nyorai indiquant par là son aspect spéculatif, car il dort jusqu'à l'instant où votre demande, votre appel l'éveille. Alors, sa tête quitte sa main et il est là pour penser vos blessures et vous aider. Et de telles images de Yakushi Nyorai, en fait, ont fleuri dans Kamakura en un nombre extraordinaire d'exemplaires. Celle-ci, enfin celui-ci, est considéré comme l'un des plus saints qui soit. Je voulais vous en montrer juste un autre pour que vous voyez la fidélité à l'humaine esthétique. Celui-là est, à mon avis, absolument superbe. Peut-être ça vous intéressera de savoir où il se trouve aujourd'hui. Il est à Dallas. Et oui, il est à Dallas, ou plus exactement, quelques kilomètres de Dallas, dans un des plus beaux musées du monde, à mon avis. C'est le Kimball Art Museum à Fort Worth. Musée qui mérite votre visite le plus vite possible. Cela étant, c'était donc deux sculptures bouddhiques. Pour vous montrer, si vous le voulez, cette sorte d'esthétique, ou plus exactement de symbolique de l'éveil et du sommeil, je trouve tellement merveilleuse dans ces images-là. Celui qui, jusqu'à la fin des temps, sera là, dormira, rêvant sur l'œuf du monde, qui est ici, mais toujours prêt à ouvrir son œil pour venir à votre secours. Alors, pour ce Yakushi Nyorai, sous l'égide de Eisai et de Dogen, on a créé les grands temples de Kamakura, dont l'un au moins est célébrissime. Le temple n'existe plus, c'est vrai. Seule résiste la statue de Bouddha. Je voulais au moins vous la montrer. Ce temple, c'est le temple Kotoku-in de Kamakura, avec une statue qui est datée de 1252 et qui a été faite par un personnage d'une telle envergure qu'au moins son nom doit être prononcé. Il s'appelait Onogoro-emon, un des plus grands fondeurs peut-être de tous les temps. Alors, en dépit de sa monumentalité, il faut que vous voyez le visage de ce Bouddha, parce que, de nouveau, il y a à la fois une sorte de rêve intérieur et donc de sommeil, mais en même temps d'attention extraordinaire, je dirais même de tension extraordinaire. Et en fait, la partie la plus calme et la plus sereine du Bouddha, ce sont en fait ses mains. Et ces mains, vous voyez, répètent exactement le geste des mains de ce que nous avons vu au Byodo-in tout au début de ma conférence. Et autour de ce grand temple Kotoku-in, qui est un peu le temple du Bakufu, au siècle des siècles, on a construit des foules d'autres temples. Alors je voulais juste vous en montrer rapidement d'ailleurs, n'ayez crainte, c'est bientôt fini, vous en montrer deux. Le plus important d'abord, il s'appelle le Engakuji. Et en fait, c'est deux dynasties de très grands guerriers qui ont réuni les fonds pour créer ce temple qui est l'une des citadelles de l'esprit de Zen au Japon. Alors, admirable au moment des cerisiers, puisqu'on voit comme au-dessus des nuages des cerisiers, ces toits qui ont l'air d'être métalliques en fait, tellement en fait leur glaçure est d'un verre froid.
Une architecture qui est tout simplement l'architecture de Kamakura, c'est-à-dire une architecture extrêmement solide, d'aucuns disent extrêmement virile, c'est peut-être vrai, mais en même temps d'un très très grand raffinement et dans le choix des lignes et dans le choix des matières, d'une assez grande, je dirais aussi, ostentation. On montre sa richesse, et par là même, on montre la richesse de Bouddha. Et vous allez pouvoir surtout regarder dans la multiplicité extravagante des corbeaux qui soutiennent la charpente même de l'édifice. Donc vraiment, ce sont des constructions somptuaires, absolument étourdissantes, à l'intérieur desquelles sont gardées, depuis leur création, des images de ce Bouddha guérisseur, le Bouddha au pot à onguent dont nous avons parlé tout à l'heure, et que vous retrouvez d'ailleurs ici. Mais en fait, ce n'est pas tellement le temple lui-même qu'il m'intéressait de vous montrer, que plutôt l'arrière du temple, car on monte derrière le temple par un escalier, pour lequel j'en peux avoir une totale vénération. Je trouve que cet escalier est un des plus poétiques que j'ai jamais vu. Mais bon, un escalier presque entièrement recouvert de mousse, qui nous amène à ce que j'oserais appeler une sorte de paradis, c'est-à-dire un lieu dans lequel il y a toute une série de petites huttes, de petits ermitages. Ces lieux ont été occupés à des moments clés de leur carrière par de très grands guerriers, par de très grands samouraïs. Et vous connaissez assez les Japonais pour savoir que la mémoire de leur histoire n'a pas de faille. Là où un grand guerrier a médité avant de partir à la bataille pour y trouver d'ailleurs la mort, là, cet endroit sera sacré. Et dans cet endroit-là, on pourrait presque dire que les mains du guerrier vont rémaner et résonner jusqu'à la fin des temps. Donc en fait, dans chacun de ces petits ermitages votifs, il y a comme la mémoire de l'histoire. Il y a tous les grands morts héroïques du Japon des temps héroïques. Donc on a créé pour eux une sorte de Champs-Élysées, si vous le voulez, au sens grec s'il vous plaît, une sorte de lieu entre le paradis et l'ici-bas, qui est un jardin absolument exquis, au fond duquel on trouve leur stèle funèbre. Et en fait, au fond de ce jardin, une espèce de nécropole extraordinaire nous montre, par le biais d'images le plus souvent sculptées, assez naïvement comme celle-ci, les souvenirs de tous ceux qui ont défendu dans la grande époque, et bien sûr pour la plus grande gloire du Bouddha, l'image même du Japon. Et celle-là me paraît une des plus belles. Vous allez me dire que vous n'y voyez rien, rassurez-vous, moi non plus. On devine pourtant, et vous devinez, j'en suis sûr, avec de très bons yeux des plis là. En fait, c'est une image d'un Bouddha, comme ça, qui se lève avec la lumière qui le nimbe. On ne voit pas beaucoup mieux sur place, mais l'histoire est sublime. Car en effet, là, a rêvé à la mort un tout jeune samouraï. Il est mort en effet à la campagne le lendemain matin. Sa mère n'avait pas de quoi lui offrir un tombeau. C'est elle qui est venue gratter le roc jusqu'au moment où elle en a sorti cette image d'un Bouddha nimbé de lumière. Cela s'est passé en 1353 et c'est encore à l'heure actuelle d'ailleurs une de ces pièces tombales que les Japonais visitent avec le plus d'émotion. Finir tout de même dans un tombeau de soldats, dans un cimetière de soldats, me gênait un tout petit peu. Je vous ramène à 200 mètres plus en avant, dans un autre temple, et c'est là que nous allons terminer. Je vous dis tout de suite, ce sera encore un cimetière, parce que j'espère qu'au long de cette conférence, j'ai réussi au moins à vous sensibiliser à ce sens aigu et comme musical du silence qu'a le japonais. J'ai essayé de le faire comme ça, temple après temple. Je crois qu'au Ginkakuji, où nous avons vu la cascade sans eau, la cascade sans bruit, la cascade sans accent, vous êtes petit à petit ouvert à cette idée-là. Donc, dans ces temples cimetières de Kamakura, il y a cette qualité quasiment magique de silence. Voilà pourquoi je voulais vous montrer un deuxième exemple. Ce deuxième exemple, c'est le temple Tokkeiji, 200 mètres, comme je vous disais, avant le gigantesque Engakuji. C'est un tout petit temple, gardé par des religieuses, donc par des nonnes, si vous le voulez, bouddhistes bien entendu, c'est pas de soi, et qui depuis l'aube des temps est réservé aux hommes de lettres, aux hommes de connaissance, aux hommes de recherche, aux femmes de recherche, de lettres et de connaissance aussi. Je veux dire par là, c'est exactement le monde inverse de Engakuji. Là, c'est les grands guerriers, c'est le bruit des épées. Tandis que à Tokkeiji, où nous entrons maintenant, c'est cette espèce de confidentialité de l'art et des lettres. Alors on entre, il y a juste un petit beffroi pour rappeler quand même que tout ceci est un temple, puis après voilà le temple. C'est-à-dire un merveilleux jardin. Merveilleux jardin fait essentiellement de grands buissons d'hortensia.
et devant ces buissons d'hortensia, un véritable fleuve d'iris. Et les nonnes du Tokaiji se disent de génération en génération que les iris de leur temple, ce sont les âmes des sages qui reviennent à leur centre. Et je trouve l'idée tellement belle que voilà, l'idée de ce cortège des âmes qui partent comme ça vers la montagne où est gardée la nécropole. En effet, derrière le jardin que vous venez de voir, il y a une falaise, je dirais assez abrupte. Il faut la monter, il faut pouvoir la monter même, et alors on arrive au cimetière. Ce sont des centaines, peut-être des milliers de tombes très 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 diverses, mais qui toutes ont ce mérite d'avoir été dessinées par ceux qui les occupent. Je veux dire par là, ils ont préparé cette tombe. Depuis le XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui, ils ont pensé à ce que serait en quelque sorte le symbole de leur éternité. Et on trouve des choses merveilleuses. C'est justement ça que je voulais vous montrer en conclusion. L'un a voulu un stupa pour dire tout simplement, au fond, c'est le Bouddha et la vénération du Bouddha qu'il a porté dans sa vie et donc il le portera jusqu'à l'éternité. Un autre, presque à côté, a voulu une fontaine. Et je trouve merveilleux de se dire, je suis mort, que puis-je faire alors? C'est-à-dire donner l'eau à celui qui a soif. C'est superbe. Donc, au fond, son tombeau, c'est la petite fontaine que vous avez sous les yeux ici, dessinée et choisie par lui. Plus haut et plus loin encore, nous avons des choses beaucoup plus classiques, comme par exemple ceci, qui est le tombeau d'une des grandes impératrices de l'époque de Kamakura et qui a voulu être enterrée ici, car elle était poétesse, dans une sorte de semi-grotte entre le naturel et le construit, pourrait-on dire, mais entièrement recouverte de mousse, ce qui fait que véritablement la lumière y est complètement irréelle. Elle a emmené d'ailleurs avec elle, juste à ses côtés, ses fils morts en tant que prince héritier, et dont au fond la brochette, pourrait-on dire, est toujours aux côtés de la mère. Puis, un tout petit peu plus tard et un tout petit peu plus loin, son mari la rejoint, et voilà le trou dans lequel est l'urne du seul empereur japonais qui ne soit pas en fait parmi les reliques vénérées et shintoïstes des temples de Ise, comme bien de la famille impériale, juste devant une très belle image de Bouddha. Et en conclusion, dernier document que je vous montre, un tombeau qui est absolument extraordinaire. Il est tellement extraordinaire qu'en fait, bon, peut-être ça ne vous intéressera pas, mais personnellement, il me magnétise complètement. Chaque fois que je vais à Kamakura, je cours le revoir. Et autant vous le montrer tout de suite. Le voilà. Ce qui est donc la chose la plus extraordinairement simple qui soit, une dalle carrée, 2 dimensions, sur laquelle se trouve une boule parfaite à 3 dimensions. Symbole de la terre et de l'infini, symbole de l'imparfait et du parfait. Pourquoi est-ce que ce tombeau-là m'hallucine tellement? Parce qu'il y a de cela bien longtemps, comme tout le monde, j'avais fait un séjour en Allemagne, j'avais eu la chance de le faire à Weimar, et j'avais découvert dans le jardin de Goethe ce qui était pour lui le symbole de l'absolu, et il l'avait sculpté et aménagé lui-même. C'est un cube de pierre surmonté d'une boule. Et je trouve extraordinaire de se dire qu'entre le Kamakura du XIVe siècle et le Weimar du début du XIXe siècle, le même symbole a ainsi perduré, le même symbole a ainsi résonné. On peut presque se dire peut-être que l'accord de ce certain bouddhisme a pu se faire entendre d'une façon inconsciente, bien entendu, jusque chez nous. Quoi qu'il en soit, par sa simplicité même, par sa monumentalité même, cela me paraît être un tout petit peu le symbole de ce qu'on peut appeler le sens de l'absolu au Japon. Alors j'espère que ce soir, qui était peut-être un peu dépaysant à première vue, vous a quand même apporté quelque chose, au moins aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention.